Avant de commencer cette vidéo, abonnez-vous, mettez un petit like, allez voir sur Instagram, tous les liens sont en barre d'infos. Et bonjour, aujourd'hui et hier, je participe à un marché de créatrices. J'avais pas fait ça depuis longtemps et je me suis dit que c'était l'occasion de parler de ça. Je vous montre toujours les salons mais pas les marchés, et comme là je fais un marché, c'est l'occasion de vous en parler. C'est un petit marché de créateurs, moi j'en faisais beaucoup avant quand j'ai commencé mes premières années quand j'étais aux États-Unis, et depuis mon retour en France j'en fais beaucoup moins. J'en fais beaucoup moins parce que c'est très énergivore et chronophage et c'est pas très rentable, mais c'est l'occasion de vous expliquer tout ça et de vous montrer un peu l'envers du décor par les chiffres aussi un petit peu, si vous questionnez du pourquoi, du comment faire des marchés ou des salons, si vous êtes dans mon domaine ou dans d'autres. Et on va débriefer tout ça. On est lundi matin, donc j'étais en salon là, enfin marché de créateurs hier et avant-hier. Et là c'est l'heure de tout ranger, faire l'inventaire, avant d'envoyer les commandes qui ont été passées sur le site ce week-end. Mais je vous laisse avec des images du marché et puis de mon stand. Ça y est, j'ai tout rangé, j'ai fait mon inventaire. Ça c'est un truc que je faisais pas du tout au début, mais que je fais depuis 2022 maintenant. Et ce qui fait que ça me permet de garder une trace de salon en salon et de marché en marché. Comme ça j'ai une meilleure idée des produits déjà emmenés ou à ne pas emmener. Par exemple en marché de créateurs, j'emmène pas du tout les produits qui sont plus axés mercerie. Et comme ça m'évite de m'encombrer et de prendre de la place, puisqu'en général sur les marchés de créateurs c'est des stands tout petits. Ça m'évite de prendre de la place alors que d'autres produits marcheraient beaucoup mieux. Ça c'est la première chose, c'est de bien connaître la cible des différents événements auxquels on participe et du coup de sélectionner ces produits en fonction. Quand je fais des salons de loisirs créatifs, j'emmène pas mes cartes postales par exemple. Sur les marchés de créateurs par contre je prends mes cartes postales pour sûr, parce que les gens ne vont pas forcément être adeptes des loisirs créatifs et du coup il faut quand même qu'ils aient quelque chose à se mettre sous la dent. C'est la première chose, c'est de bien connaître son audience. Ensuite, en amont en fait, avant de postuler à un marché de créateurs, c'est de déjà voir la com qui est faite, parce que certains organisateurs sont moins bons que d'autres, ils font moins de com, donc ça c'est quand même un aspect important. Il faut aussi savoir si on a nous-mêmes dans nos réseaux une base dans la ville où on va aller. Par exemple si je vais à Nantes, je sais que j'ai des clients qui me suivent déjà à Nantes, donc potentiellement ces gens-là seront intéressés. Par contre si je vais à La Rochelle, il n'y a personne qui me connaît à La Rochelle, donc déjà je sais que ça va être plus compliqué pour moi. Au contraire, je vais avoir plus de chances de me faire découvrir, mais je vais pouvoir moins attirer de monde parce que sur les réseaux je suis pas du tout suivie à La Rochelle. C'est vraiment un premier exemple, c'est connaître son audience, savoir où elle se situe, connaître l'organisation des marchés. Moi j'ai déjà fait le salon de la broderie à Compiègne, si vous me suiviez déjà à l'époque. Clairement pas du tout mon audience, pas du tout. Pourtant on pourrait se dire salon de la broderie, forcément c'est pour moi. Non, pas du tout, parce que
la moyenne d'âge était vraiment trop élevée, avec des gens très tradis, et ce qui n'est pas grave du tout, c'est juste pas du tout ma clientèle, c'est pas du tout ma cible. Donc clairement cette fois là ça avait été un échec. J'avais payé mon stand de 95 €, ce qui est rien du tout quand on voit d'autres salons. Genre maison et objets, on n'est pas du tout à 95 €. Il y a certains stands, on peut même rajouter 2 0. Création et savoir-faire à Paris, c'est pareil, les gros salons ça coûte très cher. Les petits marchés de créateurs en général c'est beaucoup moins cher. Là par exemple ce week-end, ma table pour 2 jours m'a coûté 80 €. Sachant qu'on n'était pas trop limité en place, on pouvait s'étaler un petit peu, ce que j'ai fait si vous avez vu mes images de mon installation. D'autres c'était beaucoup plus étalé aussi. Voilà, donc c'est pas très regardant, les tables sont assez éloignées les unes des autres, donc on est assez libre de faire ce qu'on veut. Il y a d'autres salons ou marchés, par exemple au Niti à Lyon, où c'est tout petit et là on peut pas dépasser quoi, c'est vraiment millimétré, tracé au sol et tout ça. Donc après ça c'est aussi un aspect important à connaître, si on peut déborder un peu ou pas, parce que clairement si j'avais pas pu déborder, mes cartes postales j'aurais pas pu les prendre, c'est un exemple. Après il faut connaître ses meilleurs vendeurs et prendre plus de ses meilleurs vendeurs que des autres produits qu'on a moins de chances de vendre. Cibler aussi son stock c'est important. Il faut comptabiliser ses coûts annexes. Par exemple quand on fait un marché ou un salon, il y a le stand, il y a les prestations annexes, par exemple l'électricité pas toujours compris dans le prix du stand, donc ça c'est des coûts à rajouter en plus. Il y a la nourriture, des fois c'est couvert par le marché ou le salon. Là ce week-end par exemple c'était couvert, on avait un ticket repas et des tickets boissons par jour, ça c'était compris dedans, donc ça fait des dépenses en moins à penser. Mais quand on fait ses comptes à la fin du salon, d'ailleurs c'est toujours à la fin du salon qu'on fait ses comptes, c'est pas au bout d'une heure, c'est pas au bout d'un jour, si c'est sur plusieurs jours, c'est vraiment au moment de remballer qu'on fait ses comptes, pas avant, sinon on peut être un peu déçu. Si on a de l'hébergement, si on a du transport, là par exemple moi ce week-end c'était dans ma rue plus ou moins, donc j'y suis allée à pied avec mon petit carte rouge jusque là-bas, j'ai dormi chez moi, enfin voilà, ça ne m'a rien coûté en dépenses annexes. Mais il y a d'autres gens qui venaient, qui avaient 1h30 de route, donc eux il faut qu'ils prennent en plus en compte l'essence, potentiellement le péage, donc ça c'est quand même des coûts à rajouter et donc à anticiper. Donc on a le prix du stand, ses coûts annexes, son coût du matériel qu'on va vendre, parce que chaque produit qu'on vend il nous a coûté quelque chose à fabriquer, la TVA, et seulement après ça on peut commencer à faire des bénéfices pour l'entreprise, c'est pas des bénéfices personnels. Donc le calcul il est pas évident à faire. Par exemple moi ce week-end c'était un bon marché de créateurs, parce que j'ai dû vendre autour de 900 €, donc c'est quand même très bien pour un stand à 80 € pour 2 jours de travail. Et moi je suis très contente, c'était plus ou moins ce que je m'étais fixé, donc c'est vraiment chouette. C'est pas toujours le cas, il y en a plein sur le salon où j'étais là ce week-end qui n'ont rien vendu, même pas remboursé leur table. Donc c'est pour ça, c'est très aléatoire, et quand on fait des marchés de créateurs, c'est vraiment le truc à retenir. Un salon, en général, on rentre au moins dans ses frais. Le salon de la broderie à Compiègne, j'avais payé 95 € pour 3 jours je crois, et j'avais dû faire là ce que j'ai fait ce week-end. Sauf que c'est à Compiègne, donc j'habite Toulouse, ça fait vraiment très loin, plus l'hébergement, plus la nourriture, tous les coûts annexes. En fait ça ne m'avait pas coûté d'argent, ça n'avait pas coûté d'argent à l'entreprise, mais j'en avais vraiment trop peu gagné par rapport au temps que j'y ai passé, parce qu'il y a aussi ça. On passe là c'était sans compter le temps d'installation, de présence. J'y suis restée 9 h samedi, sans compter le temps d'installation, de démontage parce qu'on démontait le soir, et 8 h dimanche. Pareil, sans compter l'installation le matin et le démontage le soir. On va dire en gros pour 20 heures de travail, mon entreprise a généré comme chiffre d'affaires 900 €, 950 je crois. Bon, il faut ramener à l'heure parce que tout ça aussi c'est de la préparation en amont. Donc oui, le chiffre est intéressant, moi je suis contente, c'était ce que je m'étais fixé, mais ceux qui ont fait 200 balles sur le week-end, clairement c'est pas toujours rentable, mais 200 balles c'est déjà bien, parce qu'il y a des fois où les marchés de créateurs ça peut vraiment être casse-gueule, donc il faut vraiment anticiper et voir tous les points que je vous ai dit avant. Comparons ce qui est comparable. Je sais que c'est un peu touchy de parler de sous en général et dans le monde de l'artisanat en particulier, et qu'on a un peu cette réputation de voler les gens et d'être super riche ou je sais pas quoi. Franchement je vois pas du tout d'où vient cette réputation, parce que déjà moi je force personne à acheter.
Si les gens ils achètent chez moi, c'est parce que le produit leur a plu, donc je ne les force pas à acheter des choses. Qu'ensuite mon coût matériel n'est pas forcément le même coût matériel que quelqu'un d'autre. Un autre artisan peut ne pas être assujetti à la TVA alors que moi je dois reverser 20% de tout ce que je vends à l'État. C'est comme ça, c'est parce que mon entreprise génère suffisamment d'argent, un chiffre d'affaires suffisamment élevé pour être assujetti à la TVA. Bon, quelque part c'est que mon entreprise se porte bien, donc c'est plutôt bon signe. Mais moi quand même, il faut que je prenne en compte ces 20% que je dois reverser à l'État, que d'autres n'auront peut-être pas. Moi je passe peut-être moins de temps à faire un kit, où il y en a je l'ai fait depuis tellement d'années qu'en fait ils ont déjà été rentabilisés, là où d'autres vont vendre des pièces uniques beaucoup plus chères sans avoir à reverser de TVA. Voilà, donc c'est pour vous dire que se comparer d'un point de vue chiffre d'affaires, ça veut pas dire grand chose. Du moment que vous rentrez dans vos frais, que vous arrivez à générer un petit peu de bénéfices, que l'expérience humaine est agréable, parce que quand on fait des marchés de créateurs en tant que créateur, créatrice, c'est aussi parce qu'on est à la recherche d'une expérience humaine. Donc si les gens étaient pas sympas, les visiteurs étaient critiques et détestables, voilà, bon voilà, clairement ça vaut pas le coup même si vous avez gagné beaucoup d'argent. Faut voir aussi la période de l'année. Là par exemple c'était le premier week-end, la grande vacances scolaires à Toulouse. Bon, c'est mort quoi. Toulouse, l'été, il n'y a personne, on le sait. Je pense que les conditions auraient pu être meilleures. Moi, je suis très contente. Ça me questionne sur est-ce que je vais faire plus de marchés de créateurs maintenant ? Je ne sais pas. Je vais continuer les salons, ça c'est sûr. Après, il faut voir comment ça s'articule avec ma vie personnelle. Si c'est pour jamais voir ma famille, pas ouf. Je travaille déjà du lundi au vendredi, sans pause, comme beaucoup de gens. Si en plus c'est pour travailler le week-end, et là on est lundi, et je renquille sur une semaine de travail sans avoir fait de pause. Donc c'est pas très sain non plus d'un point de vue santé, physique et mentale. Donc tout ça, c'est des choses à prendre en compte. Un conseil que j'aurais à donner aux gens qui voudraient faire des marchés de créateurs, c'est de penser à un produit hybride, donc qui peut marcher sur plusieurs aspects. Par exemple, les gens qui font que du bijou, c'est compliqué d'aller sur des marchés do it yourself. Par contre, sur les marchés de Noël, sur les marchés de créateurs, ça marche très bien. Artisanaux, tout ça, ça marche. Par contre en bijoux il y a beaucoup de concurrence. En affiche, illustration c'est pareil, beaucoup de concurrence, même si chacun a son style, et que avoir de la concurrence c'est bien parce que ça incite les clients à vraiment poser des choix et à craquer pour vraiment ce qui leur plaît plutôt que de prendre un truc pour prendre un truc, quelque chose qu'ils ne vont pas vraiment aimer. Au moins la concurrence ça aide les gens à fixer leurs envies. Donc moi je trouve que la concurrence c'est plutôt ça. Ce qui est bien dans mon produit par exemple, c'est qu'il est hybride. Je marche aussi bien en marché artisanaux que en salon de loisirs créatifs. Je marche aussi bien en boutique de musée et concept store que en mercerie. Et en fait c'est, je pense, là toute la force de mon produit, c'est qu'il est hybride. C'est un petit conseil que j'aurais à donner après quelques années d'expérience. Mais je pense que ça peut être utile à d'autres gens qui voudraient se lancer. Ne désespérez pas, les gens sont insupportables en marché, on se prend des critiques. Enfin, humainement, c'est vraiment pas... Des fois, c'est compliqué. C'est moche, ah bah regarde pas ça, c'est de la merde. Ah bah oui, tiens, prenons des idées, comme ça on le fera nous-mêmes. Les gens se rendent pas compte. Ils se rendent pas compte de ce qu'ils disent, ils se rendent pas compte d'à qui ils le disent, ils se rendent pas compte de tout le travail qu'il y a derrière. Et c'est dur. Même si on reçoit 200 compliments, la moindre critique peut être vraiment difficile à encaisser. Et j'ai envie de vous dire qu'avec les années, c'est plus facile à digérer, mais ça reste quand même toujours assez désagréable, on ne va pas se mentir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a intéressé et que ça a pu vous être utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo.